encore une fois, selon le postmodernisme, on vit dans un système d'oppression qui comprend une série de systèmes oppressifs plus particuliers, comme la suprématie blanche, le patriarcat, la cis-hétéronormativité. Et à l'intérieur de la théorie avec un grand T, il y a plusieurs théories qui ciblent des systèmes oppressifs plus particuliers. J'en suis rendue à parler de la Race Critical Theory, ou encore théorie critique de la race en français, et vous aurez deviné que le système oppressif qui est ciblé, c'est la suprématie blanche. Il me semble que Race Critical Theory ou théorie critique de la race, ce ne sont pas des expressions qu'on entend beaucoup au Québec, mais on peut faire un lien avec une notion dont on entend beaucoup parler, le racisme systémique. Alors, n'en déplaise à ceux qui refusent qu'on remette en question l'existence du racisme systémique ou la pertinence de la notion elle-même, la notion de racisme systémique est controversée. Alors, l'idée de base, c'est que le système est imprégné de racisme, que le racisme est partout, qu'on en soit conscient ou pas, et que la question n'est jamais de savoir s'il y a eu du racisme dans une interaction donnée, mais toujours de savoir comment le racisme s'y est actualisé. Alors, vous voyez, entre autres choses, le seul fait de remettre en question la pertinence de la notion de racisme systémique ou l'existence d'un racisme qui serait systémique, c'est interprété par ceux qui endossent ce concept-là comme en soi une preuve de racisme. Mais à la base de la Race Critical Theory, il y a une idée qui est quand même pertinente, c'est-à-dire que même s'il n'y a plus d'inégalité raciale consacrée par la loi, fort heureusement, il demeure des inégalités raciales dans les faits, en raison des préjugés, en raison de la culture. C'est certainement vrai et déplorable. Le problème, c'est le postulat que le racisme est nécessairement partout, que tous les Blancs sont racistes intentionnellement ou non, et que seulement les Blancs peuvent être racistes. À cet effet-là, je vous lis un extrait du livre de Pluckrose et Lindsay. Dès lors, la rhétorique de la théorie critique de la race se fait entendre chez des activistes de tous horizons, et il serait facile, même si la théorie critique de la race y verrait du racisme, d'y trouver de forts relents racistes en ce qu'elle attribue de profondes défaillances morales et psychologiques aux personnes blanches, produites par le fait d'être blanc dans une société à dominante blanche. Cette théorie nous explique que le racisme est ancré dans la culture et que nous ne pouvons pas y échapper, que les Blancs sont intrinsèquement racistes, que le racisme est la somme des préjugés et du pouvoir, et que seuls les Blancs peuvent donc être racistes, que seules les personnes non blanches peuvent parler du racisme, que les Blancs doivent se contenter d'écouter et qu'ils manquent d'endurance raciale pour pouvoir véritablement le combattre. Elle nous dit que ne pas voir les gens en fonction de leur race, faire preuve de daltonisme racial, est en réalité raciste et relève d'un effort pour ignorer l'omniprésence et la domination du racisme dans la société et de sa perpétuation des privilèges des Blancs. Des mantras qu'il nous arrive d'entendre ici ou là, mais qui sont tout particulièrement répandus sur les campus universitaires. Et vous avez peut-être déjà entendu aussi la phrase « le racisme anti-blanc n'existe pas », selon la même logique, même si des personnes d'un autre groupe ethnique font des remarques réductrices ou injurieuses sur les Blancs,
en considérant que le racisme implique d'être en position de pouvoir, et comme les Blancs sont considérés comme étant en position de pouvoir, ben ils ne peuvent pas être victimes de racisme, parce qu'il faut être opprimé, il faut faire partie d'une classe opprimée pour être victime de racisme. J'ai mentionné plusieurs fois que selon moi, il y a une rupture. Le mouvement woke est en rupture avec le progressisme qui existait auparavant. Et Pluckrose et Lindsay mentionnent une différence entre la Race Critical Theory et le combat d'autrefois contre le racisme. Ils mentionnent notamment Martin Luther King, qui disait espérer atteindre une société dans laquelle la couleur de peau d'une personne n'aurait pas d'importance. Avec la Race Critical Theory, au contraire, on érige les races comme des identités à revendiquer. Ça rejoint l'idée de Kimberly Crenshaw. On est une personne noire et non pas une personne qui s'adonne à être noire. Ce n'est pas une caractéristique, mais vraiment une identité qu'on va revendiquer. Et selon Pluckrose et Lindsay, ça a pour effet de créer des clivages entre les groupes raciaux. Avec la Race Critical Theory, on ramène aussi le sophisme de privilège épistémique, c'est-à-dire qu'on va affirmer que les non-blancs ont des connaissances que n'ont pas les blancs, qu'il faudrait les écouter sans les remettre en question, notamment quand ils parlent de racisme. Et le fait de demander des preuves, des données empiriques, des statistiques, est interprété comme, je vous rappelle, hein, c'est interprété comme un soutien du suprémacisme blanc, dans la mesure où la science est présentée par le postmodernisme comme une méthode de blanc et aussi comme une méthode patriarcale et cis-hétéronormative. Ben, on en voit un exemple dans le documentaire bien connu sur le collège Evergreen, quand le professeur Weinstein demande des données, des chiffres aux militants qui l'invectivent, ben, on le reçoit en le traitant de raciste. Le privilège épistémique, je vous rappelle que ce sophisme-là est aussi utilisé par rapport aux femmes et aux LGBTQ+. Alors, en ce qui concerne les femmes, quand un homme veut prendre la parole sur une question liée au sexisme, il se fait accuser de mansplaining ou de mexplication. Il se fait dire que ce n'est pas aux hommes de parler de ce sujet-là parce que ce sont les femmes qui savent. Ça explique aussi pourquoi le fait de remettre en question une personne qui s'identifie comme trans ou comme non-binaire quand elle parle de la théorie du genre, alors qu'on est cisgenre, entre guillemets, est perçu comme de l'intimidation et même de la violence. Comme ça m'est arrivé quand je me suis permis de contredire Philly Drouin lors d'une conférence. J'ai parlé de ça dans mon témoignage, la deuxième vidéo de la série. Et je reviens aussi sur la notion de microagression, donc le fait de remettre en question ce que dit une personne opprimée à propos de la discrimination qu'elle vit, ou pire encore de la contredire, eh bien c'est considéré comme une microagression. Alors je rappelle que cette notion-là, c'est de la tricherie avec le langage, parce qu'une agression, c'est quand même, c'est un mot qui a une certaine portée, puis remettre simplement en question ce que dit quelqu'un, ça ne relève pas de l'agression et c'est essentiel de pouvoir le faire dans une société démocratique. Je reviens aussi sur la notion d'intersectionnalité. C'est pour ça que j'ai ramené la question des femmes et celle des LGBTQ+, même si je suis en train de parler de la Race Critical Theory. Il faut comprendre que les woke conçoivent que toutes les formes d'oppression viennent du même système et qu'on peut être à l'intersection de plusieurs
oppressions différentes. Mais où je voulais en venir, c'est qu'ils raisonnent, les woke raisonnent comme si on ne pouvait pas avoir un préjugé sans avoir en même temps tous les autres, parce qu'ils voient ça comme un système englobant. Alors, si on appuie le système oppressif, on l'appuie au complet, pas juste en partie. Et quand on comprend ça, ça explique probablement certaines choses étonnantes. Comme par exemple, Jordan Peterson, pour donner un exemple connu, c'est de notoriété publique qu'il est contre la théorie du genre. Même en laissant de côté que, évidemment, il se fait traiter de transphobe, mais même en laissant de côté que ne pas endosser la théorie du genre n'est pas en soi un rejet des personnes trans, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on l'accuse aussi d'être un suprémaciste blanc en lien avec ses propos sur la notion d'identité de genre. Alors, on comprend bien mal, à première vue, pourquoi rejeter la notion d'identité de genre serait une preuve de racisme, d'appui à la suprématie blanche. Mais quand on comprend la religion des woke, on sait par quel raisonnement fallacieux ils passent pour arriver à cette conclusion-là. Comme les autres théories dont j'ai parlé dans les capsules précédentes, la Race Critical Theory nuit à ceux qu'elle est censée aider. Pluckrose et Lindsay font valoir que ça divise les humains entre groupes raciaux plutôt que d'insister sur notre humanité commune, donc ça crée des clivages au lieu de rassembler. Ils remarquent aussi qu'en disant aux Blancs qu'ils sont forcément mauvais parce qu'ils sont blancs, on suscite probablement l'hostilité de gens qui auraient été sympathiques à la cause de l'antiracisme, si ce n'avait pas été de ça. Et il remarque aussi qu'on incite ceux qui ne sont pas blancs à être convaincus que le monde leur est hostile, ce qui risque de les handicaper socialement. Et moi, j'ajoute une remarque. Quand on veut absolument qu'il y ait du racisme dans toutes les interactions, eh bien, on interprète la réalité de manière à voir du racisme partout. Ça amène à utiliser le mot racisme à toutes les sauces. Et ça fait perdre sa portée au mot racisme. Et c'est un problème parce que du vrai racisme, ça existe encore. On a besoin du terme pour le dénoncer quand il y en a vraiment. Mais là, ça devient plus difficile d'être pris au sérieux quand on dénonce le racisme, étant donné que les gens savent qu'on utilise ce terme-là pour un oui et pour un non. Alors, il va me rester deux autres théories à aborder. Celle qu'on étudie dans les Able Studies et celle qu'on étudie dans les Fat Studies. Ce sera pour les 2 prochaines vidéos.